Très rapidement, Issa Chiloma a déclaré sa victoire en présentant au public ses procès-verbaux. Et bien sûr, certains ont rigolé en disant que c'est le président Facebook, en le comparant à Maurice Kamto. Sauf qu'aujourd'hui, Issa Chiloma a réussi à échapper à l'emprise du régime Biya d'être mis à l'écueil noir, jeté dans une prison militaire ou à Kondengi. Issa Chiloma a joui donc encore de sa liberté de manœuvrer. Et tant qu'il peut manœuvrer, il est aussi écouté à l'étranger, il peut aussi tisser des liens, il peut aussi actionner la diplomatie et il peut faire mal à Biya. La preuve, c'est qu'il n'a pas lâché. Il continue à dire qu'il est le président élu et que Paul Biya est le président nommé. Et d'ailleurs, à propos, je vais vous lire quelqu'un qui dit que le Cameroun actuellement compte 4 présidents, dont 3 illégitimes et 1 légitime. Chers frères et sœurs, le Cameroun compte actuellement 4 présidents. 3 d'entre eux sont illégitimes et 1 est légitime. 2. Le président légitime est M. Issa Chiloma Bakari, élu selon le principe de la souveraineté populaire, fondement même de la souveraineté nationale. 3. Or, M. Issa Chiloma Bakari est empêché d'exercer le pouvoir par les 3 présidents illégitimes. Quels sont donc les 3 présidents illégitimes? Écoutez bien. M. Paul Biya, M. Ferdinand Gongon et Mme Chantal Biya. Voilà les 3 présidents illégitimes. On continue. Ils ont usurpé le pouvoir en menaçant d'une arme et le Conseil constitutionnel afin de faire déclarer M. Biya vainqueur des dernières élections. Ils ont bénéficié de la complicité de certains étrangers, notamment israéliens, dans cette fraude électorale. 4. Les 3 présidents illégitimes ont aussi usurpé notre souveraineté. Nous sommes désormais un pays occupé. Nous sommes en état de guerre. Notre amour de la patrie nous ordonne de résister à cette occupation et à cette prise d'otage de notre pays. 5. Nous avons besoin d'un plan national de résistance. Il s'agit d'un enjeu qui dépasse le cadre d'une personne, d'un parti ou d'une famille. Toute réduction de la résistance nationale à un simple détail retardera notre victoire. Monsieur Chiloma sous-utilise les vastes ressources que le Cameroun peut offrir à cette résistance nationale. Il doit immédiatement mettre fin à cette privatisation de la lutte. Le peuple camerounais est plus déterminé à obtenir la libération que la plupart des politiciens ne le pensent. 6. Si nous ne libérons pas notre pays, nous entrerons dans l'histoire comme les Camerounais les plus lâches de tous les temps. Nous appelons également M. Chiloma à cesser de sous-estimer les Camerounais. La plupart d'entre nous sommes prêts à tout pour libérer le Cameroun de ce fléau, y compris le sacrifice ultime. Nous recherchons une coordination pour une victoire rapide avant Noël. Ce faisant, nous devrions tirer les leçons de Manidem, dire publiquement ce que nous avons l'intention de faire et le faire. Frères et sœurs, notre pays est plongé dans la décadence morale. L'injustice est partout. Crions avec les paroles du prophète Amos, 2 points, ouvrez les guillemets, que la justice coule comme un fleuve et la droiture comme un torrent intarissable. Fermez les guillemets.
Amos chapitre 5, verset 24. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse notre cher Cameroun alors que nous luttons pour le libérer de l'occupation des forces obscures. Par la grâce de Dieu, nous vaincrons. Signé Dr Benjamin Aki, au nom de la plateforme English for Cameroon et United Cameroon, au service de la nation. Ici, il parle d'un pays qui doit se libérer des forces d'occupation. Et ça devrait interpeller. C'est du régime ou c'est des partisans de Biya qui disent tout simplement que Issa Chiroma est un fuyard, qu'ils ont déjà gagné parce qu'il a reculé. Mais la réalité est que Issa Chiroma a d'abord voulu se mettre en sécurité, dans la mesure où Atangandji était déterminé avec Ferdinand Ngongo, pas seulement à l'arrêter, mais à l'éliminer. Que ceux qui ignorent dans l'histoire et qui croient que reculer veut dire tout simplement qu'on a perdu, sachent que mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Qu'ils sachent effectivement que De Gaulle, dont on parle, face à la force d'occupation nazie, donc de Hitler, qu'est-ce qu'il avait fait? Il l'avait replié. Il s'était réfugié pas seulement en Afrique, mais c'est à Londres qu'il est parti lancer son appel pour la libération de la France. Si De Gaulle était resté en France, face aux forces d'occupation, la France n'aurait jamais peut-être été libérée. Et peut-être même qu'il aurait été tué. De Gaulle s'est donc replié, comme tout bon soldat, comme tout bon officier, comme tout bon acteur, qui lie son adversaire, qui de surcroît est un sanguinaire et est prêt à aller jusqu'au bout. De Gaulle est donc resté en France pas comme un fuyard, mais plutôt comme un héros. Comme quelqu'un qui a été un stratège. En 1992, le régime Biya avait bel et bien muselé Fundi, qui était resté sur place. En 2018, le même régime a muselé Kamto, dans les mêmes conditions. Kamto allait en prison. Et du coup, il ne pouvait pas revendiquer ou quoi que ce soit, parce qu'il était déjà à leur portée. Il était leur prisonnier. Il ne pouvait pas travailler avec son téléphone. Parce que quand on est en prison, à tout moment, ils viennent, ils récupèrent votre téléphone. Et ils voient tout ce que vous pouvez faire comme conception ou ce que vous pouvez avoir comme contact. Et bien, ne prenons pas seulement De Gaulle. Puisqu'on parle des forces d'occupation, comme justement notre ami docteur vient de nous révéler, on n'a qu'à regarder au Rwanda. C'est un autre pôle qui est là-bas. Paul Kagame. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Ils se sont repliés. Ils ont été maltraités. Les Hutus étaient puissants et consorts. Mais c'est dans la forêt de l'Ouganda que Paul Kagame, maigre comme un clou, a réussi à monter une résistance. Et quand il est arrivé, c'est là où le régime de Abiyarimana est tombé. Paul Kagame l'a donc fait. Il s'était replié. Ceux qui sont donc en train de rigoler et qui ne savent pas que cela s'est aussi passé en RDC, que Mobutu a été ainsi renversé, qu'ils se disent tout simplement qu'ils ne connaissent pas l'histoire et qu'ils ne connaissent pas aussi la détermination de Issa Chiroma et aussi des plans qu'il est en train de monter, du réseau qu'il est en train de tisser. Issa Chiroma, bien évidemment, avait déclaré qu'il voulait faire ce qu'on peut appeler une prestation de serment.
Et en même temps, la composition d'un gouvernement. Or, il se trouve que le régime Biya a commencé à arrêter tous ses lieutenants. Donc, imaginez même que Issa Chiroma, immédiatement là, il désignait que voilà tel qui est ministre, voilà tel autre qui est ministre. Immédiatement, déjà qu'ils arrêtent même des sympathisants du MRC et même les petits vendeurs des marchés, ils allaient ramasser tout son gouvernement. Il est donc en train de jouer avec eux, puisque en même temps, le régime Biya, tremblotant, attend déjà qui est qualifié comme membre de l'armée royaliste de Issa Chiroma. On ne va pas les voir nombreux pour l'instant. On ne va pas les voir se manifester pour l'instant. Mais comme je dis, avec Ouattara ou bien d'autres, on a constaté souvent comment est-ce que subitement, on voit une marée humaine. Le régime Biya est aussi en train de trembler par rapport à ce qu'on peut appeler justement les ministres qui ont appelé Issa Chiroma. Qu'est-ce qu'ils ont conclu? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Le régime Biya a donc voulu rapidement anéantir Issa Chiroma. Ils ont voulu le kidnapper, le capturer. Comme ils ont fait avec Adouk Tabé, qui est actuellement à Kondengui, l'ami du Zomlo des Zomlo. Issa Chiroma s'est replié. Et je vous avais déjà annoncé ça une première fois, puis une deuxième fois. Donc, là, il est allé encore vers Yola. On peut dire que c'est à 3 heures de Garoua. La première question que beaucoup ont commencé à dire, il a été exilé par la DGR. Quoi? La DGR est Sengongo. C'est-à-dire, c'est à Tanganji. S'ils touchent Issa Chiroma, ils finissent avec lui. Puisqu'ils savent que si eux ne finissent pas avec Issa Chiroma va finir avec eux. Donc la DGE ne peut pas exfiltrer Issa Chiroma. C'est que Issa Chiroma, lui également, a des services secrets. Il a quand même été dans le gouvernement et il connaît comment ils agissent. Même quand on fait un coup d'État, on peut être avec le président de la République, mais on cause avec d'autres personnes. C'est ce qui se passe parce que justement, autour de Biya, il y a plein de gens qui ne sont plus contents. Il y a plein de ministres qui sont déçus. Et il y a beaucoup également qui se disent que, oh, comme c'est Ngongo et les autres qui ont déjà pris là, je suis sûr que moi, je ne serai plus dans le prochain gouvernement. Mais ils ne peuvent pas se prononcer. Et vous avez d'ailleurs pu constater comment est-ce que Ngongo a procédé avec, bien sûr, la suspicion que, oh, c'est un ministre qui aurait dû appeler Issa Chiroma. Donc, ni Ngongo, ni à Tanganji, ni la DGRE, puisque le patron de la DGRE sont là, donc Goumon. Goumon était le secrétaire de Ngongo. C'est Ngongo qui le nomme à la DGRE. Et Ngongo veut finir avec Issa Chiroma. Parce qu'il sait que, comme je vous disais tantôt, Issa Chiroma dans la liste, il y avait les avocats internationaux qu'il a sortis. Et parce qu'il connaît aussi tout ce qu'il y a eu dans le village de Bornori, où il y a eu des assassinats, il connaît les histoires où il y avait les affaires de que ceci et cela, c'est au Mali et tout ça. Il connaît les crimes qui ont été commis par ce régime. Donc c'est un danger. Et au-delà de ça, il jouit d'une popularité. Vous imaginez quand Ngongo, avec Ngoumo, son ami, et à Tanganji, il voit Issa Chiroma, il exfiltre, au lieu de finir avec lui. Vraiment, quand vous voulez raconter des choses, racontez
aux petits enfants ou aux petites filles que vous voulez draguer, vous venez là, waouh. Mais quoi? Les services secrets camerounais, on connaît. Guérandi n'était pas populaire, il était un fugitif. Mais depuis qu'il avait fui le Cameroun en 1984, le régime Biya a recruté jusqu'aux grands mercenaires qui sont venus. Écoute bien, parce que ce que tu vas entendre maintenant dépasse tout ce que tu croyais savoir sur la crise politique actuelle. Dès que tu comprends ce qui se joue réellement en coulisses, tu réalises que rien n'est aussi simple qu'on veut nous le faire croire. Reste attentif, partage cette vidéo pour que d'autres comprennent aussi, et n'oublie pas de t'abonner pendant que tu écoutes, parce qu'on va décortiquer les faits avec calme, précision, et surtout sans tomber dans les pièges émotionnels que certains veulent tendre au peuple. Aujourd'hui, nous analysons des révélations lourdes lancées par Rémi Gono, journaliste et activiste politique en exil. Selon lui, la situation au Cameroun est entrée dans ce qu'il appelle la phase 4 de la résistance, activée par Issa Chiroma, dans un contexte où Ngo serait selon ses propos en état d'urgence, où des militaires seraient surveillés, des ministres sous pression, et où des fuites massives de données circuleraient. Ce sont des déclarations graves, très sensibles, et justement pour cela, il faut les analyser avec rigueur, sans exagération, et en respectant les règles de YouTube. Ce qui est certain, c'est que ces propos témoignent d'un climat politique tendu, nourri par une élection contestée, par des perceptions de défiance et par des récits contradictoires qui circulent dans l'espace public. Mon rôle ici, c'est d'analyser la narration, les enjeux, les stratégies et les mécanismes psychologiques qui entourent ce type de discours. Pas de prendre parti, pas d'affirmer une vérité non vérifiée, mais de comprendre comment ce message façonne l'opinion, crée des dynamiques et alimente les tensions. Dès le début, Rémi Gono insiste sur un point. Pour lui, Issa Chiroma aurait réussi à échapper à ce qu'il décrit comme une tentative d'isolement ou de neutralisation politique. Là encore, nous analysons le récit, pas la véracité. Il explique que Chiroma, après avoir proclamé sa victoire, aurait continué d'agir, de communiquer et de tisser un réseau à l'étranger. C'est un élément clé. Dans toutes les crises politiques de l'histoire, ceux qui partent ou se replient cherchent souvent à maintenir une influence internationale. L'idée de manœuvrer depuis l'extérieur n'est pas nouvelle. Ceux qui connaissent l'histoire du Cameroun, de la sous-région ou même du monde reconnaîtront cette stratégie comme une constante. Se mettre à distance pour éviter le danger immédiat, puis bâtir une plateforme de communication qui transcende les frontières. Mais ce qui marque ici, c'est la comparaison systématique que Rémi Gono fait avec des figures comme De Gaulle ou Paul Kagame. Ces comparaisons servent un objectif, créer une image héroïque, presque mythologique, du leader en exil. Le narrateur veut planter une graine dans l'esprit du public, celle d'un homme traqué, mais résistant, calme et déterminé, affaibli mais redoutable. Cela fait partie d'une stratégie rhétorique classique que l'on retrouve dans tous les discours de résistance politique à travers le monde. Si tu es encore là, abonne-toi et laisse-moi ton avis en commentaire, parce que l'analyse qui arrive maintenant entre dans le cœur du message de Gono, son affirmation selon laquelle le Cameroun aurait 4 présidents, dont 3 illégitimes, selon les propos qu'il cite d'une tierce personne. Ici, il faut être extrêmement prudent. Ces déclarations relèvent d'une opinion politique et non d'un fait établi. Dans un État, la légitimité se définit par des mécanismes juridiques clairement établis. Mais dans le discours de contestation, on utilise souvent le mot légitime dans un sens moral ou symbolique. C'est ce que fait ici la source citée par Rémi Gono. On n'analyse donc pas la vérité de cette affirmation, mais son effet. Elle cherche à créer une fracture entre la légalité institutionnelle et la légitimité ressentie par une partie de la population. C'est une technique politique utilisée dans de nombreux pays lorsque l'opposition estime que le processus électoral n'a pas été équitable. Et c'est justement là que l'analyse devient essentielle. Parce qu'un peuple peut être divisé non seulement par les événements eux-mêmes, mais surtout par les récits concurrents autour de ces événements. L'un dit « ce président est élu », l'autre dit « non, c'est moi le légitime ». Et entre ces deux versions, le peuple se retrouve pris en otage d'une bataille narrative qui dépasse sa vie quotidienne, ses besoins réels, ses urgences sociales. Partage la vidéo pour que plus de gens comprennent ce mécanisme, parce que ce que nous vivons n'est pas unique. C'est un schéma que l'on retrouve dans de nombreuses nations confrontées à une crise post-électorale. Mais revenons au discours de Gono. Lorsqu'il parle d'un pays occupé, d'un état de guerre, de forces obscures, il utilise un vocabulaire qui vise à amplifier la gravité perçue. Ce genre de terme, dans n'importe quel contexte politique, sert à renforcer un sentiment de menace collective. Il place l'auditeur dans un état émotionnel particulier, celui d'un peuple assiégé qui doit résister. Cela peut galvaniser, mais cela peut aussi créer de la peur,
de la méfiance et parfois exacerber les divisions. C'est pourquoi cette analyse est importante. Elle permet de comprendre comment les mots, choisis avec intensité, peuvent modeler la perception d'une crise. Et si tu veux que cette réflexion touche plus de monde, partage, commente, abonne-toi. Pas pour la chaîne, mais pour que l'analyse critique circule autant que les déclarations brutes. Dans la suite du discours, Gono évoque l'idée que si les Camerounais ne se mobilisent pas, ils entreront dans l'histoire comme les plus lâches de tous les temps. Ceci est typique des discours appelant à l'engagement. On utilise la honte collective comme moteur. On fait appel à la fierté nationale, on joue sur la peur de passer pour un peuple passif. Ce n'est pas propre au Cameroun, c'est une arme rhétorique universelle. Puis vient la référence à la Bible, à Amos 5h24, pour donner au message un ton spirituel, presque prophétique. Quand on mélange politique et symbolique religieux, on cherche à donner une dimension sacrée à la lutte. C'est un procédé puissant, car il connecte le politique à la morale, et même au divin. Mais attention, analyser ne veut pas dire encourager. Nous examinons ici les outils de communication utilisés dans ce type de discours. Ce qui devient encore plus intéressant dans le récit que nous analysons, c'est la manière dont Rémi Gono construit progressivement une image stratégique d'Issa Chiroma. Il explique que le repli du candidat n'est pas une fuite, mais une tactique, un repositionnement calculé, comparable selon lui à des cas historiques célèbres. Encore une fois, il faut le dire clairement. Ces comparaisons sont des opinions, pas des vérités historiques appliquées mécaniquement. Elles servent surtout à renforcer une image, à soutenir un argument. Lorsqu'il évoque De Gaulle face à l'occupation nazie ou Kagame face au Hutu, il cherche à installer une idée. Parfois, ce que l'on croit affaibli sont en réalité en train de préparer une riposte. Cette narration renverse le rôle. Le fugitif devient stratège, le traqué devient visionnaire. Cette technique est très utilisée pour créer une identification émotionnelle. Si le public voit dans Chiroma un De Gaulle moderne ou un Kagame en gestation, il devient plus réceptif aux déclarations de résistance qui suivent. C'est une stratégie de communication puissante, mais aussi risquée, car elle repose sur l'émotion plus que sur l'analyse rationnelle. Et c'est pour cela qu'il est crucial que tu partages cette vidéo. Pas pour amplifier les tensions, mais pour permettre une lecture critique, posée, lucide. Dans un contexte où les réseaux sociaux peuvent vite devenir des champs de bataille idéologiques, l'analyse est un outil de paix. Dans le récit de Gono, ce n'est donc pas le fait brut qui importe le plus, mais la mise en scène du fait. Quand il dit que Chiroma a échappé à l'emprise du régime, qu'il a encore sa liberté de manœuvrer, qui peut faire mal à Biya, ce sont des formulations qui relèvent d'une dramaturgie politique. Elles créent une tension narrative. Elles attirent l'auditeur dans une histoire où l'on attend le prochain rebondissement. Et ce style de récit fonctionne très bien sur les plateformes numériques, car il capte l'attention. Mais attention justement, capter l'attention ne signifie pas transmettre une vérité. Cela transmet une interprétation. Dans les passages suivants, Gono évoque longuement la question des arrestations supposées des lieutenants de Chiroma, d'un réseau qui se resserrait autour de lui, et d'un système qui chercherait à le neutraliser avant qu'il ne forme un gouvernement parallèle. Encore une fois, soyons prudents, nous analysons un discours, pas des faits vérifiés. Et ce discours adopte clairement le ton d'une dramaturgie politique. Le danger imminent, le leader traqué, les soutiens clandestins, ce sont des éléments classiques du récit de résistance. Ce qui ressort toutefois, c'est l'idée d'un climat de méfiance généralisé. Dans les propos de Gono, chaque ministre serait potentiellement surveillé, chaque militaire potentiellement écouté, chaque allié potentiellement infiltré. Ce type de description donne l'image d'un État fragmenté, d'un pouvoir qui n'a plus confiance en ses propres institutions, et d'un environnement saturé de suspicion. Même si cela repose sur des opinions, l'effet psychologique est puissant. Cela installe chez l'auditeur un sentiment d'instabilité permanente. N'oublie pas de t'abonner pendant que tu regardes. Beaucoup écoutent ces analyses sans s'abonner, mais ton abonnement est essentiel pour que ces contenus continuent d'être proposés. Et si tu veux vraiment soutenir, laisse un commentaire pour dire ce que tu penses de ce climat politique décrit par Gono. Est-ce une vision exagérée? Est-ce le reflet d'un malaise réel? Ton avis compte. Lorsque Gono dit que certains ministres auraient appelé Chiroma ou que d'autres seraient déjà déçus du fonctionnement interne du régime, il utilise un procédé rhétorique classique. Suggérer qu'une partie du pouvoir en place est en réalité fracturée. Ce procédé crée l'idée que la contestation n'est pas seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Encore une fois, c'est un outil utilisé dans beaucoup de discours d'opposition à travers le monde. Et cela fonctionne, car cela donne au public le sentiment qu'un basculement est possible. Mais attention, sans preuve, ces affirmations restent des points de vue. Une analyse rigoureuse doit toujours le rappeler. Plus loin,
Gono insiste sur l'idée que Chiroma serait un danger pour ses adversaires non seulement politiquement, mais aussi en raison de ce qu'il saurait sur certains dossiers sensibles, des affaires anciennes, des histoires internes. Cela aussi fait partie de la stratégie du récit de résistance. Créer un mystère autour de ce que le leader sait pour renforcer sa stature. On retrouve ce schéma dans les récits révolutionnaires, dans les biographies de dissidents, dans les mouvements d'opposition. Cela donne l'image d'un homme qui, même affaibli, reste redoutable à cause de sa connaissance du système. Et encore une fois, ce sont des techniques de communication. Les analyser permet d'éviter de tomber dans une lecture émotionnelle. Ensuite, Gono aborde l'idée que Chiroma aurait ses propres réseaux, ses propres soutiens, peut-être même ses propres relais au sein de l'appareil d'État. Cela crée l'image d'un affrontement interne, d'un duel invisible. Et cette image est très efficace dans un récit politique, car elle transforme la crise politique en théâtre clandestin. Le public a l'impression d'assister à une guerre d'ombre où chaque geste compte. Pourtant, dans une analyse objective, il faut garder en tête que ces descriptions ne sont pas des faits établis mais des interprétations. Leur rôle est d'influencer la perception de l'auditeur. Et c'est justement pourquoi l'analyse est importante. Sans recul, ce type de discours peut devenir combustible émotionnel dans un contexte déjà sensible. Partage la vidéo pour que cette analyse prenne du terrain contre les rumeurs et n'oublie pas de cliquer sur j'aime, ça aide énormément. Enfin, Gono termine cette partie de son récit en affirmant que des mercenaires auraient été recrutés par le passé contre d'autres opposants et que le système actuel serait prêt à tout pour neutraliser Chiroma. Ce genre de formulation appartient clairement au registre dramatique. Elle renforce l'idée d'un ennemi tout-puissant, presque omniprésent. Cette exagération narrative est courante dans les discours de résistance, car elle sert à valoriser la figure du leader opposant. S'il affronte un système si puissant, il doit être exceptionnel. Mais l'analyse objective doit rappeler que ce sont des allégations non vérifiées, utilisées dans un cadre rhétorique précis.